Et bienvenue, merci de nous retrouver pour un essai exceptionnel, longue durée, encore mieux que nos essais au quotidien et en duo et dans la nuit. Bref, les du essais long, longue durée, du long. du très long. 3000 km? Ouais, même plus. Bon, mais alors on prend quoi? Un roadster? Ouais, c'est ça, ouais, pour faire autant de Non, une bornes. sportive, ça sera encore mieux. Ouais, une sportive, surtout en duo. Ouais, tout à fait. Non, bah non, il faut une routière. Bah oui, mais il n'y en a plus de routière. Ouais, c'est vrai, plus de FJR. Oh, si, quand même, chez BM, il y a Oui, les la 1200. R1250 RT, dont on a fait l'essai, le Bagger, la K1600, oui, il y en a. Mais la nouveauté 2022. Chez Honda? Mais elle a un problème, elle n'a pas de cardan. Donc c'est pas une routière, c'est ça? Bah je sais pas, mais souvent, c'est ce qu'on entend dire. Bon, bah justement, ça va être l'occasion de ce test, de voir si la NT 1100, la dernière du nom, si elle est dans la lignée des fameuses Deauville, eh bien, est-ce que c'est une routière? Ça va être tout le challenge sur ces 3000 km. Et alors, tu nous as concocté quoi? Eh ben on va faire la diagonale du nord au sud. On part du Cap Griné, là-haut là, Ouais. et puis direction le Var. Et du coup, on va faire des superbes routes, notamment à partir de Grenoble, la route Napoléon, qui vraiment est une route sublime. Il n'y a presque pas de ville à traverser, c'est de la nature vierge. On se croirait par moments au Canada, au Québec, c'est des grands espaces. Et puis après, limite gorge du Verdon, et on finira bien sûr à l'Estérel. Les rochers de Roquebrune, le massif de l'Estérel, le massif des Morts. Allez, on fera un petit tour par Saint-Raphaël. Un petit plouf dans la Méditerranée. Ah oui, au moins, à minima quand même. On le fera aussi dans le nord. Bah oui, justement, ça fera l'écart de température après les kilomètres. Entre les deux. Bon bah voilà, c'est parti pour un énorme essai. On espère que ça va vous faire plaisir. On a de très belles images. C'est parti. C'est parti. Routière, ce fameux segment qui a quasiment totalement disparu. Et oui, adieu la Trophy, adieu la FJR, notamment avec Euro 5, bienvenue à la NT 1100, avec une base que l'on connaît. Et oui, la notion de plateforme est désormais bien connue. Chez Honda, eh bien, il y en a plusieurs, il y a les 500, les 650, les fameux 1100 ou plus précisément 1084 cm3 depuis l'Africa Twin, où vous avez également fait essayer la Rebelle, 1100 cm3, juste après une vraie
vraie routière. Une vraie routière, ça se distingue notamment par le look. Et le look, eh bien, ce sont des valises. Ça ne suffit pas pour faire une routière, mais en l'occurrence, une bonne capacité avec des petites valises à l'intérieur qui vont bien. Et en fait, c'est hyper pratique et hyper logeable. Un énorme top case avec un dosseret. Le top case peut accueillir 2 intégraux. Attention, pas les valises. Par contre, les valises sont quand même plutôt volumineuses. Pourquoi? Parce qu'on a pu prendre notre caddie de course et puis tout mettre dedans, en fait, avec 3 gros sacs qui vont rentrer respectivement dans les 2 valises latérales plus le top case. Bon, mais mine de rien, les valises, elles prennent quand même un petit peu de place. Donc, comme tous les cas où il y a des valises, en ville, ça peut être un peu chaud. Mais c'est pas grave, on peut facilement les enlever. Et sur la NT 1100, il y a les poignées chauffantes de série, s'il vous plaît, c'est un point plus. Par contre, il faut les trouver. Il y a un petit bouton fonction ici, le petit bouton fonction où il faut appuyer également de ce côté-là qui va permettre de définir votre niveau de chauffage. Et puis une bulle plutôt bien faite, réglable sur 5 positions, mais pas à la main. Il va falloir prendre les outils pour ça. Et puis, ce qui caractérise désormais eh bien, la cuisse de Jupiter chez Honda, c'est le fameux embrayage DCT. Il n'y a plus de poignée, il n'y a plus de sélecteur en bas. Non, cette fameuse boîte DCT qui est apparue notamment avec les 700, qui n'était pas top à l'époque. Une nouvelle génération après, avec les 750, c'était beaucoup mieux. Là, on arrive depuis les Goldwing, etc., à une vraie boîte avec disponible en manuel, donc ça c'est bien. En manuel comment? Eh bien, il y a des palettes tout simplement à l'avant, ici pour descendre ou pour monter les vitesses comme on veut, ou en mode complètement automatique avec 2 modes principaux. Le mode D qui va être le mode vraiment très cool. Là, la moto a tendance à rester sous les 2000 tours en permanence. Vous vous retrouvez limite en ville sous les 70 km/h sur les portions de ville un petit peu périurbaines où là, il va être sur le 6e et dernier rapport. Objectivement, c'est une tannée. On le sent plus ou moins passer les vitesses, mais surtout, elle est tout le temps sous les 2000 tours minute. Ça cogne vraiment à la réaccélération. C'est très mou. Heureusement, il y a le mode sport. C'est presque Findus, mais c'est pas du surgelé, je vous l'assure. Notamment que ce fameux mode sport est réglable sur 3 positions, entre 1, 2 et 3. Le 3 étant vraiment le mode dès que vous arrivez sur des petites routes de montagne que vous allez apprécier. Mais en ville, le mode 1 est un petit peu plus souple et il va notamment vous permettre d'éviter de monter au-dessus du 4e rapport, de vous trouver plutôt sur la zone 3000, 4000 tours, qui est franchement la zone très utilisable et très confortable sur la NT 1100, alors que le 6e et dernier rapport à la fin, c'est un tout petit peu mou. Après, ce qu'il faut constater avec cette boîte, c'est qu'elle s'adapte à vous et surtout que vous allez apprendre à l'utiliser. Typiquement, vous pouvez très bien être à 150 km/h sur l'autoroute allemande, naturellement, et puis vous dire, vous avez besoin de faire un dépassement, vous accélérez à toc sans même toucher au palonnier et la boîte auto va automatiquement vous rétrograder d'un rapport, donc descendre au 5e rapport à 150 km/h, vous permettre d'avoir un peu plus de patate avant de repasser automatiquement au 6e. Même quand vous êtes en boîte auto. Sur le mode D ou le mode sport, vous pouvez toujours choisir de descendre un rapport ou de le monter à la main pour forcer la boîte et elle l'accepte. Même quand vous êtes en mode manuel et que vous descendez à une vitesse très basse et notamment à l'arrêt, elle va redescendre automatiquement sur le premier rapport. Ça, c'est très pratique. J'étais un amoureux inconditionnel de la boîte méca. Avec le mode sport, ça commence à devenir vraiment sympa, surtout sur une routière en fait. Quand on commence à lire la fiche technique de cette NT 1100, on voit une hauteur de selle à 820 mm. Et vous allez vous dire, les petits gabarits, 820 mm, c'est une hauteur de trail. On comprend que c'est vraiment la base de l'Africa Twin. Et c'est d'autant plus la base de l'Africa Twin que franchement, quand on monte dessus, la première position et l'impression que l'on a, eh bien, c'est effectivement, on est plutôt pas mal, même pour un petit gabarit, 1m70, mais que la position ressemble à un trail. On n'a pas l'impression d'être sur une routière. C'est vraiment assez impressionnant. On est sur ce que disait Loïc quand il avait fait la première présentation et prise de contact de cette NT 1100. On est sur une pas trail. C'est pas un trail, mais on a du mal à l'appeler routière, malgré son look. Et pourtant, du coup, ça donne une position très agréable, suffisamment en hauteur, très naturelle. Les bras et les mains tombent parfaitement sur le guidon. La position est relativement détendue en bas, avec une selle assez large et la position, notamment pour enserrer le réservoir, est vraiment très agréable. Et finalement, 820 mm par rapport à d'autres motos avec des selles beaucoup plus larges, ça le fait très bien. Et même pour les petits gabarits comme moi, pour 1m70. Côté poids, eh bien, on est plutôt sur le haut du niveau pour une 1100 cm3 parce qu'on est à 238 kg
Attention, il y a une astérix pour les 238, c'est 248 kg. Quand on parle de la boîte DCT, et oui, la boîte DCT, c'est quand même 10 kg d'embonpoint en plus. À noter, c'est qu'on ne sent pas du tout ce poids. Objectivement, quand on monte sur cette moto, on a plutôt l'impression d'une moto qui fait 220 kg. Elle a un très bon équilibre, malgré les valises, malgré le top case et malgré le fait de la charger, parce que forcément, on est parti pour faire du kilomètre avec, en duo, avec toute l'électronique, ordinateur, drone, vidéo, caméra. Donc ça donne pas mal de poids, et même si on ne cherche pas à équilibrer parfaitement les deux valises à gauche et à droite, franchement, on ne le sent pas. Côté pneumatique, eh bien, en général, c'est bien doté. C'est quand même une machine qui est à 14 000 €, voire 1 000 € de plus avec la boîte DCT. Et Honda se met également aux options, c'est-à-dire que sur notre modèle d'essai, on avait le pack voyage avec le top case, avec la selle confort, aussi bien pilote que passager, des repose-pieds confort. En fait, ils sont un peu plus larges, donc un peu plus de stabilité. Et puis, ces fameux feux additionnels que l'on peut régler du coup assez facilement au tableau de bord. Pour 1 530 €. La NT 1100 est montée en GPR 300, c'est plutôt une montre d'entrée de gamme qui fait très bien le job. C'est une montre qui est calée pour 7 000-8 000 km, et d'ailleurs quand on a récupéré la moto, elle avait justement 7 000 km avec un beau plat à l'arrière, et on aime bien ne jamais regarder la montre quand on prend une moto, savoir quel pneu pour ne pas avoir d'a priori. Et je la trouvais vraiment très pataude. Alors forcément, un pneu carré, eh bien ça s'explique. Et puis autre petite caractéristique, parce qu'à côté d'un pneu carré, ça voulait dire qu'il y avait eu beaucoup d'autoroutes et beaucoup de villes. Eh bien effectivement, le bord gauche du pneu avant était beaucoup plus entamé et usé que le bord droit. Et oui, les ronds-points, ça use. Du coup, eh bien, comme on aime bien vous faire tester d'autres montres, on a monté des Trade 32 qui sont le pneu Touring Bridgestone qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an désormais. Eh bien, un pneu neuf, ça change tout. Et les T32, en l'occurrence ici, ils ont vraiment tout changé. Un profil plutôt rond que j'avais pu moi tester sur ma moto perso, une 600 que j'avais trouvé beaucoup de maniabilité. En l'occurrence, sur la NT 1100, ça apporte un petit peu moins de ballon avec cette impression d'un profil triangulaire, mais ici ça donne plutôt l'impression d'un profil très rond, surtout un grip d'enfer. Et objectivement, si vous avez besoin de partir sur des petites routes très viroleuses, vous apprécierez de changer de montre. On voulait les passer en Road Smart 4 pour rester dans la partie Dunlop. Malheureusement, il n'y en avait même plus de dispo. Il y a vraiment une pénurie de pneus et de montres à l'heure actuelle. Côté freinage, on a un double disque de 310 mm à l'avant et puis un simple disque de 256 mm à l'arrière. Objectivement, ce freinage arrière, il est inexistant. Bon sang, qu'est-ce que j'ai pu appuyer sur cette pédale de frein pour essayer de donner quelque chose? Allez, c'est un vague ralentisseur en entrée de virage, mais vraiment rien de plus. Par contre, le frein avant est très bien, il est progressif, puissant, précis et très rassurant. Notamment, il y a un ABS naturellement, en plus du contrôle de traction et de l'anti-cabrage, parce que réglable sur X position, il y a plein d'électronique à bord de cette moto. Il y en a de plus en plus et c'est entre autres ça qui explique les augmentations de prix sur ces modèles. Alors, ce qui explique notamment ces tarifs, eh bien, c'est tous les réglages possibles, notamment au niveau des suspensions. On a une fourche Showa complètement réglable en précharge à l'avant. Et puis, à l'arrière, on a un réglage très facile avec une molette. Côté confort, on le voit, on a une selle très large, une selle très épaisse pour le passager. Sandrine vous en reparlera juste après. Moi, je trouve qu'au bout de 200 km, moi, j'en ai un peu assez. Par contre, Sandrine, elle est capable de rester beaucoup plus. Et 300 km, pourquoi je parle de cette zone-là? Eh bien, c'est exactement l'autonomie de la NT 1100 sur autoroute quand vous êtes à 140 km/h, voire 150, sur autoroute allemande toujours bien sûr, d'autant plus que le compteur est assez généreux. On l'a vérifié avec le GPS notamment, il affiche clairement 10 km/h de plus que la réalité. Par contre, dès que vous allez descendre sur départemental et notamment que vous allez utiliser la boîte auto avec une conduite un petit peu plus cool, vous allez pouvoir monter jusqu'à 400 km d'autonomie, voire 450 si vous roulez vraiment tranquille. Bon, forcément, vous l'avez compris, il y a un réservoir de 20 litres,4. On arrive régulièrement, quand on est en mode réserve, avec les 50 derniers kilomètres, à mettre 19 litres et demi. Donc on est vraiment proche d'avoir utilisé le maximum avec une conso qui va tourner autour des 5 litres au 100. Bon alors, le top de la technologie, c'est naturellement, plutôt que d'avoir des applications dédiées comme on le voit chez d'autres constructeurs, eh bien c'est bien d'avoir Apple CarPlay ou Android Auto qui va permettre de récupérer en fait votre Coyote ou votre Waze directement sur l'écran. Alors par contre, autant il est hyper facile de connecter son téléphone
pour récupérer la musique, les appels et de tout voir sur l'écran. Ça se fait en 2 secondes, c'est hyper simple. Pour Apple CarPlay, là c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà il va falloir se connecter avec la prise USB ici, ça c'est pas trop compliqué. Par contre ça implique d'avoir le téléphone sur le guidon et on le sait, notamment les iPhones sont très sensibles aux vibrations, donc un GPS standard est plus solide que le téléphone. Et l'autre point, eh bien en fait, c'est qu'il n'accepte de se connecter, de vous montrer ce qu'il y a à l'écran uniquement si vous avez un casque Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment l'obligation que votre casque soit Bluetooth pour arriver à se connecter. Et encore après, faut-il arriver à connecter le fameux casque Bluetooth. Et autant déjà pour connecter 2 intercoms et 2 casques, ça peut être compliqué. Ben, je peux vous assurer que là, il faut vraiment passer beaucoup de temps pour arriver à connecter en plus votre casque à condition qu'il accepte. Résultat des courses, ben, on a gardé le GPS. Petit détail pratique, eh bien, il y a 2 prises, pas une, 2, s'il vous plaît, avec une prise allume-cigare sur laquelle en fait je me branche parce qu'elle est à gauche, elle est placée super bien. Mais sinon, il y a également une prise USB à droite, ce qui permet vraiment de connecter éventuellement 2 appareils supplémentaires. Bon, un, ça suffit hein, avec le GPS. Bon, et bien voilà, on a fait 3000 km avec cette NT1100. On va enfin pouvoir commencer à vous en parler réellement. Parce que oui, ce type de moto, il faut vraiment les tester en duo, de nuit, dans toutes les conditions, sur toutes les routes, même les plus défoncées, pour vous dire tout le bien ou le mal qu'on en pense. Vous le savez, pas de langue de bois. Eh bien, nous voilà à bord de cette NT1100. On retrouve donc ce fameux bicylindre de 1084 cm3 avec ses 102 chevaux et ses 104 Nm de couple atteints plutôt haut dans la courbe. On retrouve le même écran que l'Africa Twin avec ce petit écran digital en bas et cette table TFT de 6 pouces et demi, vraiment hyper lisible. Et puis c'est plus des commodos qu'on a ici, c'est un centre de contrôle impressionnant, d'autant plus qu'on est sur la version DCT et on a non seulement des modes que l'on retrouve ici avec 2 modes perso, le cyclotourisme, le mode urbain et puis le mode pluie, et on voit qu'on a plein de boutons dans tous les sens qui permettent d'accéder au menu, de passer également sur les tripes A, B, les consos moyennes, l'autonomie proposée, et puis on n'oubliera pas non plus les modes anti-cabrage et puis le fameux contrôle de traction définissable sur 3 niveaux, on le voit ici, la puissance qu'on peut déterminer en fonction des modes avec 3 niveaux également de l'arrivée de la puissance et notamment pour les modes pluie, et puis l'efficacité du frein moteur également sur 3 niveaux. Tout ça vous donne plein de possibilités, ça rappellerait presque un film. Comme on n'est pas sur une boîte mécanique traditionnelle, vous vous doutez bien que si on laisse la moto au point mort, ben, elle roule toute seule. Il y a un frein parking ici qui va permettre de glisser et de bien bloquer la moto. Franchement, c'est génial en fait en utilisation au quotidien. Et puis après, il y a même un régulateur de vitesse, mais assez parlé, on va rouler. Ça se démarre naturellement. Après, ben, il faut choisir son mode. On va commencer par le mode D. Alors le mode D, c'est vraiment pour le pilote tranquille. On est à peine à 70 km/h qui va passer en 5e et 6e rapport. En fait, il va rester sur cette plage des 2000 tours. Et quand on est sur des petites routes un peu viroleuses, bah voilà, si on est en mode tranquillement, même cyclotourisme ou le mode que je préfère, que j'ai défini moi-même, qui est le mode utilisateur 1, on s'aperçoit qu'à 60, il reste en 5e. Ça broute tout le temps et c'est vrai que ce mode s'adapte un petit peu à vous, c'est-à-dire qu'il reste en 5 là à 70. Quand on est en ville, il va se mettre automatiquement en 6, mais si vous donnez un bon coup d'accélérateur, on le voit, il va être capable éventuellement de maintenir le rapport en 4e et de garder un peu de pêche, mais dans la majeure partie des cas, ça sera vraiment ce mode D pour une utilisation plutôt tranquille en fait. Parce que bah voilà, il est à 2000 et les reprises vont être un peu laborieuses, surtout si vous êtes sur des petites routes de montagne comme ici, où vous aimeriez bien que bah, ça reprenne un peu plus. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, la puissance maximale est atteinte à 7500 tours minute. Le couple, lui, max, est à 6250 tours. Et pour y arriver, là, on le sent à partir de 5000 tours. C'est là où ça commence à pousser un tout petit peu. Et on a besoin vraiment d'un peu plus de puissance. Du coup, on va passer en mode S, en mode sport. Et là, enfin, on va trouver, surtout sur ce niveau 2, un comportement naturel par rapport à une utilisation d'une boîte méca. D'autant plus qu'en fait, elle s'adapte. C'est-à-dire que si vous êtes un peu trop bas,
et qui voit que vous ouvrez en grand la poignée de gaz, et ben il va être capable de descendre d'un rapport en automatique. Ou au contraire, quand il voit que vous roulez un peu plus cool, de passer le rapport suivant. On sent plus comme on pouvait le ressentir au tout début des boîtes DCT, le côté brutal. Par contre, il faut également s'habituer un peu également à cette boîte DCT pour une bonne et simple raison, c'est que vous pouvez être surpris quand vous n'y êtes pas habitué au moment où il passe les vitesses. Et il y a des moments, franchement, il descend un rapport alors qu'on est en plein virage et on ne s'y attend pas, sauf une fois qu'on a l'habitude de cette boîte. Alors, est-ce que la NT1100 est une vraie routière pour le passager? Réponse, oui. Pour plein de raisons. La selle est super confortable. Les poignées sont top, elles sont bien placées. Grand luxe quand on a le top case, vous avez le petit dosseret, donc vous êtes vraiment, je ne veux pas dire que vous êtes aussi bien que sur une RT 1250, ça serait faux parce que là c'est encore plus le canapé club, là c'est un peu plus étroit, etc. Mais franchement, c'est déjà du grand luxe. Les repose-pieds sont très bien, on ne sent aucune vibration du moteur. Pour les gabarits, jusqu'à 1m75 de haut, c'est vraiment top. Ce qui est génial, c'est les suspensions. On ne ressent rien du tout au niveau aspérité, que ça soit sur du gravillon, de la route un peu défoncée, c'est impeccable. Sur l'autoroute, on a une bonne protection contre le vent avec la bulle. En fait, ça passe au-dessus du casque. La seule chose, c'est un petit peu les bras qui ont un peu de vent parce qu'effectivement, la bulle est assez étroite. Mais franchement, c'est nickel. En note, je vais lui mettre un 18/20, ce qui est vraiment une très bonne note. En comparaison, on va dire, c'est à peu près comme la Yamaha Tracer 9 GT qui est déjà un super confort. Je la mettrai un peu dans la même catégorie. Un petit peu en dessous du modèle, bien sûr, de la 1250 RT, mais qui est dans une autre gamme de prix. Donc vraiment une excellente moto pour du duo. Bon alors, c'est quoi les points forts de cette NT1100? La prise en main, vous me direz c'est comme toutes les Honda, oui, mais celle-là c'est vraiment impressionnant. Au bout de quelques mètres, vous êtes à l'aise, on a l'impression que c'est une grosse routière. Eh bien non, en fait, il n'en est rien. Elle se prend en main vraiment hyper facilement, ça n'a rien à voir typiquement avec une FJR 1300 qui était une vraie enclume à l'époque. Là, on est dans une nouvelle catégorie de moto. La moto est franchement très souple. Alors, on évitera le mode D, mais le mode S, elle est vraiment sympa. Et puis, sa protection est très bonne, y compris sur autoroute. Donc, vous pouvez faire beaucoup de kilomètres sans être fatigué. Si le pilote sentira un peu de fatigue sur son arrière-train au bout de 200 km, mais pas le passager, 300 km sans être embêté. Donc grosso modo, vous pouvez faire des grosses routes avec une excellente autonomie parce qu'elle est peu consommatrice, 5 litres au 100 en moyenne pour une 1100, c'est vraiment bien. Et puis enfin, c'est une moto très homogène avec tout ce qu'il faut d'électronique jusqu'au régulateur de vitesse. Et point faible, eh bien, on pourra reprocher le fait qu'on ne peut pas mettre de casque dans les valises latérales, ça ne rentre pas malheureusement. La garde au sol éventuellement est un peu juste, mais pourtant vous pouvez rouler très très fort, surtout si vous avez mis les bons pneus. Au final, eh bien, c'est un rapport prestation-prix très très homogène parce que pour avoir ce type de moto et ce type de confort, il va falloir aller passer soit sur une 1250 RT qui va être au moins 5 000 € plus cher, ou descendre un peu en termes de tarifs via une Tracer, mais une Tracer qui n'aura pas tout à fait la même protection et notamment au long cours pour faire autant de duo. Celle-là se situe vraiment, la NT1100, entre ces deux modèles. On oubliera un petit peu, mais il faut quand même les citer, des motos, tous les gros trails qui peuvent exister sur le marché. C'est un autre type de conduite. Et éventuellement les GSX S1000 GT chez Suzuki ou les 1000 SX chez Kawasaki qui ont une tonalité un petit peu plus sportive avec des moteurs beaucoup plus démonstratifs. Ça reste très cool et plutôt souple, même si vous pouvez l'emmener haut dans les tours pour plutôt faire du voyage au long cours. Bon alors c'était comment? Oh, c'était cool, j'en ai pris plein les yeux. La route Napoléon, c'est vraiment sublime. C'est grands espaces, magnifiques. Ouais, des petites routes, mais vraiment virouleuses. Il y a quelques épingles qui étaient un peu limites. On arrive très très vite et sans visibilité. Et en fait, derrière, ça tourne, mais ça fait plus que tourner. Épingle, non, c'était chaud, mais c'était cool. Une super moto. Une super moto, ouais, franchement. Vraiment une moto pour rouler à deux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller. C'est même le passager qui a le meilleur confort par rapport au pilote. Oui, je confirme. Même sans regarder le kilométrage. C'est très très rare. J'espère que cet essai vous a fait plaisir, vous a fait rêver, vous a donné envie de partir sur nos traces et sur cette fameuse route Napoléon, voire de remonter jusqu'au cap Grinet et au cap Blanc-Nez dans le nord de la France, parce que c'est vraiment magnifique.
Et puis si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à cliquer en bas à droite pour vous abonner naturellement. Merci de liker, merci de nous suivre et puis à très vite. À très vite. Pour un super essai à nouveau. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Petit bonus au retour, on n'avait pas prévu après la route Napoléon de passer par le parc de la Chartreuse et du coup il faut absolument y passer, c'est absolument magnifique, on est dans les hautes montagnes, encore on sent vraiment que c'est les Alpes et là il y a le musée de la Chartreuse, donc il faut faire un tour, il faut faire une pause.